Les portes des États généraux de la justice ont été ouvertes ce matin par le chef de l'État Joseph Kabila. Ces assises de 6 jours développeront les thèmes qui s'articulent notamment autour de l'indépendance de la justice, de la lutte contre l'impunité ou encore de l'accès à la justice. Bien Kabalundi et Fils Matondo étaient sur place. Les derniers États généraux de la justice en République démocratique du Congo remontent à l'année 1996, soit depuis près de 20 ans. Mauvais timing pour de nombreux observateurs. Ces présentes assises, dont le go a été donné par le président de la République, témoignent de l'engagement des autorités pour une justice juste et équitable. Ces vœux ont été exprimés par Joseph Kabila, magistrat suprême qui a solennellement ouvert ses travaux. Puissent les présentes assises éveiller la conscience d'un chacun, être un nouveau départ dans la marche de notre justice. En vous souhaitant plein succès, je déclare vers les travaux des États généraux de la justice. Dans ce contexte électoral, les partenaires de la RDC soutiennent que la justice a un rôle fondamental à jouer. Le système judiciaire est appelé à jouer un rôle majeur dans ce contexte. Il est important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition comme ceux de la majorité, d'assurer un espace politique ouvert, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice. Pour un Congo moderne et inscrit sur la voie de l'émergence, l'accès à la justice est un impératif. Je considère qu'avec ces assises, on démarre et puis avec les années qui viennent, les choses devraient pouvoir s'améliorer. Il faut surtout cette prise de conscience de nous tous que les choses doivent changer. C'est ça l'objectif. Il y a un problème dans ce corps, un problème qu'ils ont raison maintenant de se poser et nous attendons de ces États généraux des réponses à cette question fondamentale. Des commissions ont été mises en place pour décortiquer les thèmes qui s'articulent notamment autour de l'indépendance de la justice, l'organisation, compétences et procédures judiciaires. Il faut plutôt dégager les oranges pourris du côté du barreau, du côté de la magistrature et dans la société en général pour permettre d'avoir une justice de qualité. Ces États généraux devront également réfléchir sur la manière d'humaniser les conditions de détention dans nos prisons et autres centres de détention. Le ministre de la Justice a, juste après cette cérémonie, répondu aux préoccupations des journalistes lors d'une conférence de presse. Alexis Tamboué Mwamba a annoncé avoir pris une série d'arrêtés pour désengorger certaines maisons carcérales. Des chevaliers de la plume ont été éclairés lors de ce point de presse qui a suivi l'ouverture des États généraux de la justice, au sujet notamment des conditions de détention dans les prisons de la République et la question de pléthore des détenus. Le ministre de la Justice a déploré cette triste réalité et a par la suite annoncé la signature d'une série d'arrêtés pour désengorger les maisons carcérales. J'ai la semaine dernière signé un arrêté par lequel j'ai ordonné la libération conditionnelle de plusieurs centaines de prisonniers à travers la République. C'est dans le but de désengorger les prisons. Dans le diagnostic sans complaisance attendu des États généraux de la justice, l'apport des universitaires est de taille. Nous formons des juristes, quitte à ce que l'État en fasse bon usage. Nous donnons même, dans le cadre de la formation des juristes, des cours de déontologie des magistrats et des avocats. Cela donc devrait suffire à vous rassurer quant à l'apport de l'université au bon fonctionnement et à la bonne administration de la justice. S'agissant de l'extradition du ministre centrafricain arrêté en République démocratique du Congo pour cas des viols, Kinshasa n'attend plus que l'envoi de l'avion du gouvernement centrafricain pour son déplacement. Puis à la primature et à l'instar de chaque lundi, l'état des lieux de la situation macroéconomique au plan international que national a été dressé aujourd'hui au cours de la réunion de la Troïka stratégique du gouvernement. S'agissant des taux intérieurs, le taux d'inflation, il se situe à 0,715 au niveau national. Évidemment, dans certaines villes comme Kinshasa, il est légèrement à la hausse à 0,840. Il s'est observé la semaine passée un petit flottement du taux de change en ce qui concerne
la monnaie nationale, donc le franc congolais face au dollar américain. Sur le taux interbancaire, le dollar s'est échangé à 927 francs congolais contre 924 la semaine d'avant, mais c'est une situation qui est sous contrôle et qui devrait revenir comme la semaine passée et même les mois passés. Tandis qu'au marché parallèle, le taux n'a pas changé, il est toujours de 931,5 francs congolais et le dollar américain. S'agissant de la gestion des finances publiques, elle se porte très bien. Le programme économique également, tous les critères quantitatifs et qualitatifs sont rigoureusement observés. S'agissant de la paie, elle se poursuit normalement et les mesures qui ont été préconisées au niveau du ministère du Budget ont été saluées par la Troïka. Poursuite du processus électoral, des membres de l'opposition radicale se sont retrouvés aujourd'hui à la Commission électorale nationale indépendante, munis de leur proposition de réaménagement du calendrier électoral. On sera fixé d'ici là à la réponse qu'on réservera à l'institution d'appui à la démocratie. 12 opposants radicaux dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante ce lundi. Une visite d'échange qui est porteuse des préoccupations en rapport avec la mise en œuvre du calendrier électoral global publié par la CENI. Nous ne pouvons pas, conformément à l'article 5 de la Constitution, accepter que la CENI les exclue du processus électoral. Deuxième élément, l'article 121 de la Constitution, en son alinéa 3e, deuxième plutôt, impose à la CENI le devoir d'enrôler tous les Congolais en âge de maturité. C'est que la CENI n'a pas encore fait à ces jours. Nous avons voulu que pour ces questions fondamentales, que la CENI trouve des réponses rapides. Et là-dessus, l'opposition politique a exigé que la CENI puisse procéder à l'enrôlement des électeurs. Démarche démocratique qui rencontre un écho favorable auprès de la Commission électorale nationale indépendante qui depuis appelle les parties prenantes au processus à s'exprimer en vue d'un processus apaisé. C'est une démarche citoyenne et la CENI fait des cadres de concertation. Des fois c'est la CENI qui se déplace et au palais du peuple et dans des provinces. Ce que nous avons aussi demandé aux uns et aux autres, c'est de respecter les textes qui régissent le processus en République démocratique du Congo, du moins que ce soit les acteurs de l'opposition, que ce soit la CENI, toutes les deux parties sont soucieuses des élections transparentes, libres, crédibles et apaisées. Par la même occasion, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante a remis à chaque président le guide du candidat, une façon de les inciter à déposer les dossiers de leurs candidats dans les bureaux de réception et traitement des candidatures pour les élections provinciales. À l'opposition républicaine et au nom de son leader, Michel Bongo a laissé entendre hier que la plateforme politique se réserve de prendre position sur la question de l'inhumation commune à Maluku avant les résultats de l'enquête en cours, une mise au point qui passe pour une réplique contre certains membres de cette famille politique qui s'en étaient pris au gouvernement. Deux membres se réclamant de l'opposition républicaine, en l'occurrence messieurs Kamanda et Baudouin Idambituo Bakato ont tenu des déclarations dans plusieurs organes de presse, déclarations se rapportant à l'affaire des tombes communes qualifiées de fosses communes. Les organes de l'opposition républicaine tiennent à faire savoir à l'opinion que les dites déclarations ne reflètent en aucun cas, à ce stade d'information, l'entendement que l'opposition républicaine se fait de cette question.
Par contre, l'opposition républicaine attend en toute responsabilité les conclusions des différentes enquêtes en cours. En conséquence, les déclarations des deux membres susmentionnés sont nulles et de nul effet et n'engagent que leurs auteurs. La question de la protection de l'environnement n'est pas que l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Le sujet intéresse également les responsables de l'Église du Christ au Congo qui ont échangé sur la question de la protection de l'environnement. L'Église a aussi une part importante à jouer en cette matière. Qui doit orienter le monde à retrouver l'environnement voulu par Dieu? Une question qui a fait l'objet de la conférence de responsables des églises du Christ au Congo en vue de définir un développement durable qui passe par des programmes d'accès urgents. Que les églises définissent un développement durable et jettent les bases d'un programme d'action urgente à entreprendre concernant la protection de notre environnement. Nos églises devraient introduire l'éducation relative à l'environnement dans les écoles, les instituts de formation théologique, afin que les générations montantes garantissent à leurs héritiers un monde sain délesté de menaces multiformes. Le monde n'est plus ce qu'il était. Il devient de plus en plus petit suite à l'inégalité d'exploitation de ressources naturelles, dont l'eau douce est un besoin fondamental pour toute vie. Quand on regarde beaucoup de cours d'eau, il y a l'acidification de l'eau qui arrive. Il y a l'augmentation du potentiel en hydrogène, ce qu'on appelle le pH. Et là, c'est également un élément, un facteur très important et inquiétant aussi. Et il y a la pollution des eaux. Le rôle de l'eau dans la régulation du climat est plus attendu. Donc on a besoin de l'eau pour réguler le climat, on a besoin de l'eau pour ceci, mais cette eau se pollue, cette eau se raréfie. L'église étant au milieu du village, son apport dans la gestion de l'environnement est très attendu. Un invité de marque à Kinshasa, le directeur international des Lions Club, Alexis Vincent Gomez, arrivé ce matin pour une visite de 2 jours. L'acte 1 de son séjour s'est effectué ce lundi où il a rendu visite aux élèves et personnels de l'Institut pour aveugles de la Gombe. Un lion dans nos murs. Le directeur international de la fraternité Lions Club s'offre un séjour à Kinshasa. Arrivé au terme de son mandat de 2 ans, Vincent Gomez a tenu à fouler le sol congolais pour une visite voulue de fraternité et empreinte de symbolique. De son passage, l'on retiendra ses dotations des équipements didactiques et denrées alimentaires aux élèves et personnels de l'Institut pour aveugles de la Gombe. Un geste de coutume pour ceux qui veulent et demeurent être humanistes. Nous sommes des lions et vous voyez bien que notre devise c'est nous servons. On ne dit pas je sers. Où que je puisse me trouver, je me retrouve dans cette association, je me retrouve dans cette philosophie qui veut que nous puissions ensemble aider les plus démunis. L'Institut pour aveugles de la Gombe est une œuvre conçue de main de maître par les Amis Lions de Kinshasa, mais de telles actions ne laissent jamais, alors jamais les bénéficiaires indifférents. Nous tenons à vous remercier et surtout qu'à votre arrivée ici, vous avez réagi tout de suite. Vous avez mordu à notre maison pour nous trouver l'imprimante Braille qui revient à 2000 €. Mais moi c'est en Braille et en dollars, comme on m'a toujours dit, avec 3000 $. On a l'imprimante Braille. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous donne autant que nous voudrions pour que vous soyez permanent et régulier dans notre établissement scolaire. Je vous remercie. Un premier acte d'un séjour du directeur international de la fraternité Lions Club, riche en émotions pour les élèves et personnels de l'Institut pour aveugles de la Gombe et riche en enseignements pour les Lions de Kinshasa qui sont appelés à cultiver l'humanisme. À l'occasion du 4e anniversaire de l'association des femmes, des épouses militaires et policiers, un repas de cœur a été offert par l'épouse du commandant suprême, représentée par la ministre de Gens, Famille et Enfants, qui a annoncé en passant la promesse de Marie-Olive Lemé Kabila de s'impliquer pour soutenir les orphelins des militaires.
La pluie qui s'est abattue sur Kinshasa ce samedi n'a pas empêché l'association des épouses des militaires et policiers de célébrer avec faste ses 4 ans d'existence. Pour présider cette cérémonie, l'AMP a pensé à Bijou Kat, ministre du genre, de la famille et de l'enfant. Cette initiative de l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe Kabila, qui, après bon nombre de réalisations dans le camp militaire, a songé aujourd'hui aux orphelins des militaires décédés. La cérémonie a un double objectif. D'abord, l'échange des vœux et ensuite, remise de cadeaux à ces orphelins. Geste salué par Bijou Mouchitoukat, qui a remercié l'initiatrice de cette structure, Marie-Olive Lembe Kabila. Je tiens d'abord à remercier et à louer les initiatives de la première dame, notre première dame distinguée, Madame Olive Kabila Lembe, pour avoir songé à tous les enfants orphelins. C'est vraiment une joie et je comprends que c'est une maman, une femme qui a un cœur vraiment de penser à tous les enfants. Je tiens vraiment à louer cette initiative. Je sais où est-ce que je vais apporter un petit apport chez moi et voir dans les budgets comment est-ce qu'on devrait faire pour que nous puissions venir en aide les enfants orphelins. Parce qu'ils sont nos parents, ils sont nos enfants et nous sommes leurs parents, qui ne se sentent pas abandonnés par leurs parents. Pendant que nous sommes là, nous ferons quelque chose de mieux pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. En sa qualité de ministre du genre, de la famille et enfants, Bijou Kat a partagé un repas de cœur avec les orphelins des militaires accompagnés des membres de l'AMP. Des éléments de la police de la province du Nord Kivu sont depuis ce matin à Goma à l'école de la sécurisation des personnes et de leurs biens. Une formation de 2 mois assurée par l'inspection provinciale de la police en partenariat avec la MONUSCO. Ils sont au total 400 policiers ici des territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Walikale ainsi que de la ville de Goma qui prennent part à une formation sur la sécurisation des zones libérées dans le cadre de l'opération Sokola 2 ouverte ce lundi à Goma. C'est après études faites conjointement par la MONUSCO et la police que ces éléments ont été choisis pour apprendre certaines notions élémentaires sur la protection des populations. Il y a toujours les défis, c'est ça, parce que les policiers, comme j'ai dit, il y a des policiers qui n'ont pas encore eu les formations formelles. Comme ça, ils peuvent bénéficier des tactiques. Comment protéger les civils, comment réagir de toutes les situations sécuritaires. Pour la police Nord Kivu, cette formation est arrivée au moment opportun, vu les enjeux du moment au pays. Parce que ça augure, au moins la formation pour prévenir ce qui nous arrive, qui va peut-être arriver. Nous avons créé des îlots de stabilité. Nous approchons les élections. Nous devons accompagner les opérations Sokola. Nous devons remettre les gens dans les... Nous devons avoir la capacité de le faire. Et pour cela, je crois qu'on dit la répétition, c'est la mère de science. Et nous devons mettre nos hommes pour qu'ils soient toujours à hauteur de bien rendre le service à la population. Notons que cette formation, appuyée par la MONUSCO, sera à la fois théorique et pratique et s'étendra sur une période d'environ 2 mois. La mission onusienne dit attendre les enquêtes qui sont en train d'être menées par une équipe du mécanisme conjoint de vérification des frontières pour confirmer ou non la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Ainsi, on a déclaré Sikumbo Gali, chargé de l'information publique à la MONUSCO Nord Kivu. Nous avons eu la réaction du gouverneur de province qui a confirmé les informations selon lesquelles des hommes en armes venant du Rwanda portant la tenue de l'armée seraient aperçus dans cette région. Donc des investigations sont toujours en cours du mécanisme conjoint de vérification de la CRGL. En ce qui concerne notre présence dans le mécanisme conjoint de vérification, vous vous rappelez, à plusieurs reprises, le représentant spécial vous a dit, je me rappelle lors de ces interviews, que la MONUSCO fait partie du mécanisme conjoint élargi. Donc nous sommes dans le mécanisme conjoint, nous représentons la MONUSCO. On a un représentant de la MONUSCO qui est dans le mécanisme. Et puisqu'on vous dit qu'il y a des investigations qui sont en cours, moi je pense que le mieux serait d'attendre et d'avoir les résultats de l'enquête de ces investigations
Et à partir de ce moment-là, on pourra vous donner des informations précises sur tout ce qui a été découvert lors de ces enquêtes-là. Mais je pense qu'il est encore trop tôt, en tout cas de notre côté, de donner des informations par rapport à un travail qui vient à peine de commencer. Donc il faut être patient, il faut qu'on attende. Une fois que je pense que le mécanisme conjoint communique, ils vont eux-mêmes, les membres de ce mécanisme, communiquer pour donner les informations par rapport au travail qui est fait sur le terrain. Le gouverneur l'a dit, ils ont été saisis officiellement, une lettre du gouverneur leur a été adressée pour demander qu'une investigation soit faite par rapport à cette information. Donc il y a un travail qui se fait sur le terrain. Laissons le temps au temps. Une fois que nous aurons ces informations, je suis sûr que pas seulement la MONUSCO, mais le mécanisme, il contactera la presse. Fin de cette édition d'actualité. Excellent début de semaine à toutes et à tous.